je vais essayer d'élargir la notion de l'alimentation anti-inflammatoire au-delà des ingrédients bénéfiques de certains aliments et essayer de fournir une approche plus personnalisée de l'alimentation anti-inflammatoire. Commençons d'abord par les définitions. Donc, l'inflammation est une réaction normale de l'organisme lorsqu'il est attaqué par des agents pathogènes comme des infections bactériennes, blessures ou irritations chimiques. Elle se caractérise donc par la libération de molécules inflammatoires, les cytokines pro-inflammatoires, dont le rôle est d'organiser la lutte contre les agents pathogènes et la répartition des tissus du corps endommagés, la réparation des tissus du corps endommagés. Donc, l'inflammation est une réaction normalement passagère et il faut savoir que l'inflammation est une nécessité vitale. Donc, sans inflammation, on ne saurait pas vivre. Là, par contre, l'inflammation chronique, c'est l'inverse. Donc, l'inflammation chronique est une phase anormale de l'inflammation caractérisée par sa persistance dans le temps. Elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années, d'où le terme chronique. Le caractère chronique de cette inflammation a pour origine le maintien du ou des facteurs d'agression. Donc, l'inflammation chronique est donc un état délétère. Quels sont les médiateurs d'une inflammation? Donc, c'est principalement donc, les dérivés de l'oxygène réactifs. Donc, ils sont produits donc on a les peroxydes, on a donc les peroxydes organiques, l'hydrogène hydroperoxyde, l'hydroxyle radical, le radical d'hydroxyle et le superoxyde de l'oxygène. Donc, ces DAO donc, sont par exemple produits dans les mitochondries en tant que sous-produits de la respiration cellulaire, mais ils sont également produits, bien sûr, par les cellules immunitaires dans le cadre de la défense immunitaire contre les bactéries, virus, parasites ou tout autre agresseur, dont aussi les aliments. Donc, les peroxydes et la peroxyde d'hydrogène jouent également un rôle dans les fonctions telles que les transmissions de signaux dans le cerveau. Ils y ont également un effet vasodilateur. De plus, de nombreuses toxines environnementales peuvent initier donc la formation des DAO et ainsi entraîner des dommages aux protéines et contribuer donc à la péroxydation lipidique. D'un côté, les DAO donc, ont une propriété physiologique et d'un autre côté, en excès, un effet toxique. Pour se protéger donc contre ces radicaux libres, le corps humain a une capacité extraordinaire pour gérer l'inflammation ou le stress oxydatif. Il possède de nombreuses enzymes pour neutraliser les radicaux libres, tels que la superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion, la vitamine E, la vitamine A ou la vitamine C. En effet, donc, la détoxification des radicaux libres se fait en cascade de réactions de transfert d'électrons. Si un élément de cette chaîne antiradicalaire est déficiente, cette détoxification peut être bloquée et les radicaux libres peuvent donc s'accumuler. Les dommages tissulaires peuvent en être la conséquence. Selon l'opinion actuelle, les DAO sont bénéfiques pour la santé à des concentrations faibles, c'est-à-dire physiologiques, tandis qu'à des concentrations élevées, ils seraient pathologiques. Ils contribueraient donc au développement de maladies en attaquant l'ADN, favorisant la péroxydation lipidique, l'inactivation de protéines, des dégâts membranaires, pour en citer les plus importants. D'où l'importance de s'approvisionner donc de cofacteurs nécessaires pour le bon fonctionnement des enzymes impliquées. L'apport d'antioxydants par l'alimentation peut contrer le stress oxydatif, mais la prise de compléments alimentaires supplémentaires à trop forte dose comporte également divers risques. Dans certaines circonstances, donc certains éléments en excès peuvent devenir même pro-inflammatoires. Par exemple, la combinaison entre la vitamine C et le fer. Donc, c'est intéressant d'approvisionner effectivement le corps avec surtout des oligo-aliments. Mais encore une fois, il faut faire attention. Donc, moi, je ferai au préalable un dosage des éléments, des oligo-aliments avant de les prescrire ou de les prendre en dose élevée. Donc, qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire?
En fait, il n'y a pas de définition exacte de l'alimentation anti-inflammatoire, mais elle inclut généralement des aliments des régimes méditerranéens ou d'Okinawa. Donc, le premier met donc l'accent principalement sur les légumes, fruits, poissons et l'huile d'olive. Et le second, originaire du Japon, se caractérise par une consommation importante de fruits et de légumes et l'absence de produits laitiers et de viande rouge. En cas d'inflammation chronique, nous conseillons l'adaptation du régime méditerranéen qui permet de consommer de tout avec modération. Ceci, donc, c'est les recommandations des hôpitaux d'Université de Genève. Pour moi, ce n'est pas suffisant parce que, à mon avis, et on va le voir après, il faut avoir des recommandations plus personnalisées parce que cette recommandation ne va pas être adaptée à tout le monde. Les origines de l'inflammation chronique sont variées, mais il existe dans tous les cas donc une persistance du facteur d'agression malgré la défense immunitaire. Des causes externes peuvent être donc l'exposition à des toxines, des substances toxiques, par exemple au lieu de travail ou à la maison. On peut être exposé à des virus, des bactéries ou des mycoses. Le stress oxydatif, par exemple, par un exercice excessif. Donc, les sportifs de haut niveau ont un certain taux d'inflammation chronique. Et bien sûr, l'alimentation est une source importante d'inflammation chronique. Des causes internes sont par exemple l'obésité, donc la graisse elle-même produit des facteurs pro-inflammatoires, une dysbiose intestinale, la génétique et bien sûr le stress qui est aussi une maladie pro-inflammatoire. Donc l'inflammation chronique peut succéder à une phase aiguë, mais le plus souvent elle s'installe d'emblée. Donc, quels sont les aliments les plus pro-inflammatoires? Pour moi, en tout cas, c'est le sucre. Donc, le glucose qui est transformé en un style CoA, qui est, disons, le fuel de notre corps. Et si on est comment ça s'appelle déjà? Donc, si on ne bouge pas assez, donc si on n'a pas assez de débit calorique, dont l'acide-CoA n'est pas utilisé et donc est transformé en acide gras et est mis dans les dépôts de graisse. Ce qui, à long terme, va donc nous amener à une obésité. Et le tissu adipeux lui-même, il est producteur de TNF-alpha, donc un médiateur fortement inflammatoire, et donc crée une inflammation, et donc à la source de l'inflammation chronique. D'un autre côté, le sucre peut être un stimulateur de la tumeur, donc un changement du métabolisme oxydatif des cellules tumorales malignes, donc en métabolisme fermentatif. C'est ce que font les cellules souches tumorales. Donc, ils vont plus oxyder le glucose, mais ils vont le fermenter. Donc, lors de l'oxydation, donc le sucre, il produit 36 ATP, tandis qu'en mode fermentatif, il n'en produit que 2. Autrement dit, une cellule tumorale maligne a besoin de 20 fois plus de sucre. En fait, cette caractéristique est utilisée dans les PET scans, par exemple, donc pour localiser les tumeurs, parce que justement, donc, on injecte du sucre un isotope de sucre et on voit donc où il va s'accumuler et il va s'accumuler dans les tumeurs. Donc, et ça fait que les tumeurs, donc, il y a une augmentation de la vascularisation, donc pour apporter plus de sucre, il y a une augmentation des récepteurs de l'insuline, il y a le catabolisme de l'organisme parce que c'est la tumeur qui prend toute l'énergie et donc ça nous amène à une prolifération de la tumeur. Donc le sucre est effectivement le fléau de notre société. Les autres aliments pro-inflammatoires sont par exemple les graisses trans. Les graisses trans, donc c'est des acides gras insaturés dont au moins une des doubles liaisons est en position trans. Ça veut dire, contrairement donc aux acides gras insaturés synthétisés par l'organisme dont les doubles liaisons sont en position cis. Donc, ça veut dire que dans cis, les deux
résidus donc, vont dans la même direction, tandis que les trans, ça va donner une ligne droite carrément de la molécule. Ces acides gras trans sont produits par les ruminants, donc naturellement par les ruminants. Donc, ils sont obtenus par une transformation industrielle appelée hydrogénation des graisses. Donc, surtout, donc, on les retrouve dans les produits transformés, les pâtes à tartiner, les viennoiseries, les margarines, et bon, bien sûr, tous les plats préparés. Ceci parce qu'ils donnent une structure, meilleure structure aux aliments. Et donc, quel est l'effet? Donc, l'effet est surtout sur l'IL-6, donc c'est l'interleukine 6 qui est pro-inflammatoire, et aussi sur le TNF-alpha. Et on estime qu'un apport au-dessus de 1,5% de l'apport énergétique serait dangereux pour la santé humaine. Puis on a les acides gras saturés qui sont aussi qualifiés comme pro-inflammatoires. Et là, je mettrai quand même un point d'interrogation après. Donc, les acides gras saturés, on les retrouve dans le lait de vache, dans le beurre, dans le fromage, dans les graisses animales, l'huile de coco et l'huile de palme. Donc, ils ont une mauvaise réputation parce que les études anciennes donc, estiment que les acides gras saturés augmenteraient la proportion du mauvais cholestérol et les LDL, donc les lipoprotéines de basse densité, dans le sens qui contribuait donc au développement de l'artériosclérose. Par contre, les nouvelles études, comme par exemple l'étude PURE, a relativisé ce propos. Donc, dans cette étude PURE, donc, qui est une vaste étude de cohorte épidémiologique menée auprès d'individus de 35 à 70 ans, dans 18 pays, et donc, et ceci sur une durée de 7 ans et demi. L'apport alimentaire de plus de 130 000 individus a été enregistré à l'aide de questionnaires validés sur la fréquence des aliments. Les critères de jugement principaux étaient la mortalité totale et les événements cardiovasculaires majeurs, comme maladie vasculaire mortelle, infarctus du myocarde non mortel, accident vasculaire cérébral et insuffisance cardiaque. Les critères de jugement secondaires étaient tous les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, la mortalité par maladie cardiovasculaire et la mortalité par maladie non vasculaire. Les participants ont été classés en quintiles d'apport en nutriments, glucides, graisses et protéines, en fonction du pourcentage d'énergie fournie par les nutriments. Donc, étaient évaluées les associations entre la consommation des glucides, les graisses totales, et de chaque type de graisse avec la maladie cardiovasculaire et la mortalité totale. Donc, puis il y avait le calcul des rapports de risque. Et voilà les résultats. Donc, au cours du suivi, donc, nous avons documenté donc, à peu près 6 000 décès et 4 700 événements cardiovasculaires majeurs. Un apport plus élevé en glucides était associé donc, à un risque accru de mortalité totale, mais pas au risque de maladie cardiovasculaire ou de mortalité de maladie vasculaire. Et maintenant, c'est l'intéressant. Donc, l'apport en matière grasse totale et en chaque type de matière grasse était associé à un risque plus faible de mortalité totale. Là, vous voyez les différents taux. Donc, en graisse totale, c'était 0,77, graisse saturée 0,86, monosaturée 81 et polyinsaturée 0,80. Donc, un apport plus élevé en graisse saturée était associé à un risque plus faible d'accident vasculaire cérébral. Donc, les graisses totales et les graisses saturées et insaturées n'étaient pas significativement associées à un risque d'infarctus du myocarde ou de la maladie cardiovasculaire. Donc, ceci montre quand même que les anciennes études, oui, il faut aussi savoir qu'il était sponsorisé par les compagnies pharmaceutiques fabricant des statines, donc pour diminuer le cholestérol, ne sont pas vraiment, ne sont plus valables. Maintenant, les acides gras oméga 6, donc qu'on estime plutôt pro-inflammatoires, mais ce n'est pas vraiment toujours le cas, parce que donc ils servent de précurseurs à la synthèse de certaines molécules, telles que la prostaglandine,
et donc une molécule qui joue un rôle dans l'activité des cellules, notamment des neurones, mais aussi du leucotriène, qui est effectivement un médiateur de réaction inflammatoire. Mais c'est un élément de cette cascade. Donc, rien que d'avoir des oméga-6 n'est pas nécessairement suffisant pour déclencher une réaction inflammatoire. Donc, mais c'est une des molécules qui entre dans la chaîne inflammatoire. Et à droite, donc, vous voyez les différents aliments avec le contenu des oméga-6. Et qu'est-ce que ça veut dire oméga-6? Oméga-6 veut dire que la double liaison se trouve au 6e atome de carbone vu par la droite. Puis il y a les aliments anti-inflammatoires, comme par exemple l'oméga 3. Donc, et là, on a principalement deux types. Le type, la chaîne plus courte, donc le C18, l'acide alpha-linolénique, qui se trouve principalement donc, dans les plantes, tandis que l'EPA et la DHA se trouvent soit dans les algues. Et quand je dis les algues, je ne veux pas dire spiruline, mais chlorella, par exemple, parce que spiruline, c'est une bactérie, ce n'est pas une algue. Donc, dans les algues et les poissons, donc les poissons gras. Ce qui est important, c'est de savoir que, et là je retourne aux oméga-6, que les oméga-6 ont des propriétés importantes pour certaines cellules, mais aussi pour la fluidité des cellules. Et il est important qu'il y ait un rapport entre oméga-6 et oméga-3, on estime environ entre 2 à 4, c'est-à-dire 4 molécules d'oméga-6 pour une oméga-3. C'est pas si simple à réussir parce que l'alimentation moderne, on estime avoir un rapport de 15 à 1, donc 5 fois plus haut. Et en Inde, par exemple, on est au plus de 40. Donc là, effectivement, c'est malsain. L'effet des oméga 3, c'est principalement sur la différenciation des lymphocytes T en Treg. Donc Treg veut dire des T lymphocytes régulateurs qui sont anti-inflammatoires. Et donc, et ceci donc est important et surtout important pour le microbiome. Donc, un des effets bénéfiques des oméga 3, c'est surtout sur le microbiome, c'est-à-dire de créer un environnement donc anti-inflammatoire au niveau de l'intestin. Mais il faut faire attention. Donc, il y a un polymorphisme qui s'appelle ApoA1. Et là, dans ce cas-là, il est spécifique pour les femmes. Donc, le génotype GG est un type de type sauvage, donc il y a 70% des femmes qui possèdent ce génotype, et il est associé à des valeurs plus élevées en HDL. Par contre, si on utilise trop d'acides gras polyinsaturés, ce taux d'HDL va diminuer. Par contre, il y a la variante, le génotype AA, qui n'est présent que dans 3,3% des cas. Et donc là, ces personnes-là, elles sont munies d'une valeur diminuée d'HDL au départ, mais d'une augmentation du taux d'HDL s'ils prennent des acides gras polyinsaturés. Et sur ces graphiques, on voit bien les distributions. Donc, en blanc, il y a le type GG, avec un apport en dessous de 4% des calories en polyinsaturés. Et on voit que ce génotype a le plus d'HDL et d'apolipoprotéine. Par contre, s'il augmente leur taux supérieur à 4, entre 4 et 8, ou bien au-dessus de 8, le taux d'HDL et surtout le taux de l'apoprotéine A vont diminuer considérablement. Si on regarde les types variantes, et surtout donc le type AA, on voit qu'effectivement au début, l'HDL et l'apoprotéine A étaient effondrés, mais avec un apport supérieur à 8%, ils vont dramatiquement augmenter leur taux d'HDL et d'apoprotéine A.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par ceci? Par ceci, je veux dire que dire aux femmes avec un génotype GG de prendre excessivement des acides gras polyinsaturés, c'est pas bien parce qu'ils vont diminuer leur HDL et l'apoprotéine A1. Par contre, les 25% de la population qui ont une variante, donc soit hétérozygote ou homozygote, eux, ils vont effectivement profiter d'un apport élevé en acides gras polyinsaturés. Passons à l'acide oléique, donc les oméga 9, donc dont l'huile d'olive et l'huile de colza donc, sont les meilleurs représentants. Donc, ils sont riches en oméga 9, donc les acides gras monoinsaturés. Leur consommation est associée à une diminution donc, des risques cardiovasculaires et une baisse des taux du cholestérol et de l'HDL, donc le mauvais cholestérol, dans le sang. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, si on regarde ici, donc là, on voit une électrophorèse du cholestérol. Donc, ici, si on commence à gauche, c'est le VLDL, puis le cholestérol intermédiaire, donc de taille intermédiaire, et puis donc le LDL. Et le LDL, il est classé en 7 sous-classes. Donc, à gauche, donc, on voit un taux de cholestérol relativement bas, un taux d'LDL aussi dans les normes et un HDL à la limite des valeurs de référence. Mais si on regarde la distribution, donc on voit qu'effectivement, il y a très peu des LDL plus grandes, mais surtout des LDL denses et de petite taille. Si on regarde maintenant celui de droite, donc on a un cholestérol légèrement élevé, un LDL légèrement élevé, ou plus ou moins, mais un HDL élevé. Donc, et là, encore une fois, on regarde la distribution des LDL et on voit que là, 90% est dans la zone 1 et 2, et très très peu en zone 3 et rien du tout dans les 4 et 5. Donc, ça veut dire que le patient à gauche est à haut risque d'avoir un problème coronaire ou un infarctus parce que ces produits, donc LDL, petites LDL de haute densité, sont excessivement agressifs, tandis que à droite, même avec des taux élevés de cholestérol, les petites tailles d'LDL ne sont pas présentes. Et malheureusement, c'est le cas à gauche qu'on voit souvent avec des patients qui prennent des statines, donc où on essaye de diminuer le taux de cholestérol, mais en fait, effectivement, donc on a des cholestérols bas, mais on produit des cholestérols de petite taille très agressives. Mais ceci est aussi le cas si on est porteur de l'ApoE et surtout en ApoE4. Donc, cet ApoE peut être très dangereux si on consomme trop d'oméga 9, par exemple. Donc, d'abord, regardons les propriétés. Les ApoE2, donc il y a 1% de la population qui est porteur. En général, ils ont une hypertriglycéridémie, une augmentation des LDL, des LDI, par exemple, donc des intermédiaires. LDL est normal, augmentation de l'HDL, un risque modérément accru de maladies cardiovasculaires, mais un risque d'Alzheimer inférieur donc, aux autres. La plus grande partie de la population est porteur des E3, donc là, il n'y a pas de risque élevé pour les maladies cardiovasculaires. 2% de la population sont homozygotes en E4, et là, donc, c'est vraiment, ceux-là sont mal partis parce qu'ils ont une augmentation du taux d'LDL, surtout des petites tailles denses d'LDL et de l'LDL oxydé et des triglycérides. Ils ont une diminution du taux d'HDL, augmentation de l'inflammation et risque d'Alzheimer et augmentation du risque des maladies cardiovasculaires. 12% sont des E2 et 3. Ça, c'est une variante optimale. Risque légèrement accru de triglycérides, bon, mais c'est pas grave, des LDL intermédiaires et une diminution du risque de la maladie d'Alzheimer. 2% sont porteurs de E2 et 4. Là, on a un risque accru de maladie cardiovasculaire et de petite taille d'LDL. Et 23% sont porteurs E3 et 4, donc hétérozygotes,
aussi avec un taux élevé d'LDL, des petites cellules denses LDL, LDL oxydé, triglycérides, diminution de l'HDL, donc tous les attributs de l'E4. Et je pense que c'est un des gènes les plus importants à savoir si on veut s'alimenter de façon convenable. Pourquoi? Parce que y a des études qui montrent qu'une alimentation donc riche en alcool, par exemple, donc comme dans le régime méditerranéen qui préconise aussi du vin rouge, eh bien, et là c'est spécifique pour les hommes. Les porteurs d'hommes E4, s'ils consomment de l'alcool, ben, il y a une augmentation des LDL et des petites LDL à haute densité. Tandis que si vous êtes porteur d'ApoE2, là c'est justement l'inverse. Donc là, votre taux d'LDL va diminuer si vous consommez de l'alcool. Moreno a recherché donc l'effet de l'acide gras monoinsaturé, donc l'huile d'olive. Et donc là, on voit une augmentation de la taille des particules LDL, donc ça c'est bon pour les porteurs d'ApoE3. Tandis que s'ils sont porteurs de la variante 4, il y a une diminution de la taille des LDL. Donc, ça veut dire que ça se peut que l'LDL baisse un petit peu, mais qu'il y a plus de petites particules denses d'LDL qui sont produites et qui n'est pas bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, si on regarde donc un régime méditerranéen qui est fortement fondé sur des preuves épidémiologiques, parce que les Méditerranéens ont un nombre plus faible de maladies cardiovasculaires comparé à la population du Nord. La spécification de ces régimes, c'est effectivement donc des fruits et légumes frais, beaucoup d'huile d'olive et le vin rouge. Mais il faut savoir d'où vient ce régime, ou où est-ce qu'on a observé ces effets. En fait, c'est plutôt dans la Méditerranée de l'Est, donc en Crète. Et là, on n'a pratiquement pas des formes de l'ApoE4. Donc, c'est clair que ce régime est très favorable à ces gens-là, parce qu'ils ont principalement donc des ApoE3 et des ApoE2. Tandis que la spécification donc, de la population européenne centrale, donc chez nous, il y a 25% de porteurs E4. Et donc, le régime classique n'est pas recommandé aux porteurs de l'ApoE4. Donc, ça veut dire que si vous recommandez principalement le régime méditerranéen, ben, un quart de la population ou de vos patients, ces conseils ne sont pas valables ou sont même contre-indiqués. Les polyphénols. Donc, ils sont très réputés être très, très bénéfiques. Donc, ils sont abondants dans les plantes et structurellement très diversifiés. Donc, on a donc les flavonoïdes et les non-flavonoïdes. Mais il faut savoir que les polyphénols ne sont pas ou très mal résorbés dans l'intestin. Donc, 5 à 10% des polyphénols sont résorbés, le reste n'est pas résorbé. Donc, d'où vient l'effet bénéfique? Eh bien, l'effet bénéfique provient des polyphénols donc, sur le microbiote et sur la perméabilité intestinale. Donc, c'est principalement donc, la métabolisation des polyphénols qui est importante. Donc, les bactéries présentes métabolisent les polyphénols en produisant des substances antibactéricides, des substances bactéricides, pardon, donc qui suppriment la mauvaise flore et qui soutiennent la bonne flore. Donc, on a pu montrer qu'un apport élevé en polyphénol donc, augmente les souches de Bifidobacterium, de Lactobacilles, des Akkermansia et des Faeculobacterium, qui, eux, à leur tour, ont un effet anti-inflammatoire et améliorent donc la perméabilité intestinale ou la barrière intestinale. De même, avec des médiateurs anti-inflammatoires qu'ils relâchent, donc c'est eux en fait qui font l'effet bénéfique des polyphénols. Donc, on a parlé de la barrière intestinale. Donc, la barrière intestinale est importante parce que si elle n'est pas bien, les aliments ou des bactéries peuvent
franchir donc la barrière intestinale, ils vont déclencher une réaction immunitaire, ils vont former des complexes humains qui vont soit être détruits en circulation, donc ça c'est heureusement donc la situation normale, ou bien ils vont s'attacher donc à des structures, donc des tissus sensibilisés et donc vont être détruites sur place et donc vont créer des symptômes spécifiques. Et donc là, je vous montre une vidéo qui a été faite par une endoscopie confocale qui montre donc l'effet d'aliments pro-inflammatoires sur la paroi intestinale. En fait, il s'agit ici de patients avec un côlon irritable qui sont sensibles à certains aliments. Et ce qu'on va voir, c'est donc l'ouverture des jonctions serrées suite à l'injection d'extraits d'aliments dans l'intestin. En fait, au préalable, donc les patients ont reçu une injection avec une substance fluorescente dans le sang. Et après, donc, des substances individuelles ont été injectées par le tube endoscopique dans l'intestin. Et ce qu'on va voir, donc, c'est l'ouverture des jonctions serrées et l'afflux donc de la substance donc fluorescente du sang dans le lumen de l'intestin. Voilà, et ça c'est ça se passe dans environ 15 minutes, donc c'est une vidéo rapide qui montre 15 minutes d'exposition de l'aliment. Donc c'est relativement vite et donc ça vous montre que l'aliment même, donc un aliment pro-inflammatoire, dans ce cas probablement IgG positif, a donc créé cette réaction, donc cette ouverture des jonctions serrées. Et bon, les aliments utilisés étaient le gluten, le soja, le lait de vache et les levures. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas chaque aliment qui a fait les mêmes réactions dans chaque patient. Donc, individuellement, donc, le gluten l'a fait chez un, mais pas chez l'autre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, donc, c'est des aliments sensibilisés qui ont créé cette réaction inflammatoire. Donc, si on a une hypersensibilité alimentaire avec IgG, donc les symptômes associés peuvent donc être, par exemple, des maladies spécifiques comme l'Hashimoto, le côlon irritable, migraine, douleur articulaire, maladie auto-immune, fibromyalgie, asthme, ou bien des symptômes systémiques comme hypertension artérielle, syndrome métabolique, obésité, carence en fer, diabète de type 2, dépression ou faiblesse générale. Donc, il y en a bien sûr beaucoup plus, mais c'était juste pour vous donner des exemples. Voilà, ce qui est important, c'est le TNF-alpha. Donc, chaque aliment IgG positif ingéré va donc faire une réaction inflammatoire avec libération de la TNF-alpha. Et la TNF-alpha, elle va bloquer les récepteurs d'insuline. Donc, il y aura une résistance à terme, donc une résistance d'insuline qui va s'installer. Donc, le glucose assimilé ne va pas être utilisé dans les cellules, mais on va avoir une augmentation d'insuline qui va transformer donc le glucose en acide gras. Et cet excès donc va être mis en masse adipeuse, ce qui à son tour donc produit du TNF-alpha, donc est pro-inflammatoire et en même temps de la leptine. Mais puisqu'il y a la TNF-alpha, il y aura une résistance à la leptine. Cette résistance à la leptine donc veut dire le signal, la leptine, en fait, c'est le signal du corps de dire voilà, j'ai assez d'énergie, je n'ai pas besoin de manger plus. Mais puisqu'il y a cette résistance, il y a la libération d'un neuropeptide grec qui signale au corps qu'on a faim, qu'on a besoin d'énergie. Et donc, automatiquement, les gens, donc 2-3 heures après avoir mangé, ils prennent quelque chose de sucré et le cercle vicieux commence. Et à la fin du compte, c'est l'obésité et un syndrome inflammatoire chronique. Bon, regardons maintenant un petit peu les aliments soi-disant anti-inflammatoires. Les premiers, donc les fruits, donc, sont riches en fibres, antioxydants, donc bons pour le microbiote intestinal et l'équilibre acido-basique.
Bon, on connaît tous les bienfaits, mais ce qui est important, c'est de regarder quel est le taux d'IgG, de réaction IgG observé dans nos tests. Et bien, on voit qu'effectivement, environ 10% des gens réagissent contre la framboise, les canneberges, les myrtilles et les groseilles. Et le conseil de certaines personnes qui dit an apple a day keeps the doctor away, donc une pomme par jour, plus besoin de médecin. Eh ben, pour un quart des gens, c'est probablement pas correct parce qu'ils vont faire une réaction inflammatoire suite aux pommes. En plus, les pommes ont un taux de sucre très élevé. Encore pire si vous buvez beaucoup de jus de pomme, donc là vous avez vraiment un apport de sucre extrêmement élevé qui n'est pas bon pour la santé du tout. Pareil pour les oranges et les raisins. Donc, les raisins avec le resveratrol sont très bien connus en France, mais un cinquième de la population a des réactions IgG, donc pro-inflammatoires contre les raisins. Les légumes, comme les fruits, les légumes donc, ont des capacités anti-inflammatoires car ils sont riches en fibres et en antioxydants. Et on préconise donc les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou. Mais là, malheureusement aussi, donc, environ un quart des personnes ont des anticorps contre ces aliments-là. Et donc, ils deviennent pro-inflammatoires et non anti-inflammatoires. Pour les poissons gras riches en oméga 3, ou l'huile de colza et le lin et de chanvre. Donc, si on regarde encore une fois, ce sont les poissons qui sont les mieux tolérés, je dirais, les mieux tolérés, donc environ 10 à 15%, tandis que le lin, donc l'apport principal d'oméga 3 végétal, et il y a quand même 20% des gens qui ne le tolèrent pas. Pareil pour les noix et même pour l'huile d'olive, donc 15% des personnes ne tolèrent pas l'olive. Les légumineuses, là, ça devient encore pire, donc surtout les haricots, les lentilles et les pois secs. Donc, on voit que là, donc, on tourne autour jusqu'à 29% des gens qui ne tolèrent pas ces aliments-là. Le curcuma, avec 7%, donc là, le taux est moins élevé. C'est peut-être le meilleur à prendre. Voilà, pour les polyphénols, une autre source, c'est le chocolat noir et les oléagineux. Et là, donc, les taux augmentent. Donc, là, on est déjà entre 20 et quasiment 30% de réaction. Donc, jusqu'à un tiers des personnes qui ne tolèrent pas les fruits en coque. Donc, dans ce cas-là, donc, effectivement, c'est très pro-inflammatoire et beaucoup de gens ont un problème aux amandes. Et, et là, je connais pas mal de cas où justement les amandes sont néfastes pour ces gens-là. Et voilà, maintenant, les céréales complètes. Donc, on dit toujours, il ne faut pas manger du pain blanc, mais il faut prendre des céréales complètes. C'est juste si on se concentre sur l'indice glycémique, mais sinon, c'est tout en mal que le pain blanc. Bon, si vous regardez les taux de réactivité sur certaines graines, ben, on tourne environ jusqu'à 50%. Et on met plus parce qu'il faut aussi prendre en compte le gluten, qui est donc partie intégrante du blé, du seigle, de l'épeautre, de l'orge et du sarrasin. Et donc, on est à 62% des réactions positives. Ce ne sont pas tous des cœliaques, bien sûr, mais souvent donc des sensibilités non cœliaques au gluten. Et donc, vraiment un déconseil à ces gens-là. Le meilleur, c'est encore le riz, avec quand même toujours 15%. Donc, comment savoir si on a des réactions IgG contre les aliments? Eh ben, il faut faire un test, il faut tester. Et nous proposons donc 6 tests différents, allant de 22 aliments jusqu'à 270 aliments. Voici comment les résultats sont présentés. Donc, bon, je suppose que vous connaissez tout ça déjà, parce que
c'est pas la première fois que vous suivez un de nos webinaires, mais juste pour rappel, donc on va classer donc les aliments s'ils sont en dessous de leur seuil, donc c'est vert, donc ces aliments-là peuvent être consommés. Si c'est orange ou rouge, ça veut dire qu'il y a des taux d'IgG supérieurs à la référence et qu'effectivement il faudrait les éviter dans le futur. L'intérêt de faire ce test, c'est qu'il est indiqué dans toute maladie inflammatoire chronique, identifier les aliments pro-inflammatoires, éviter les aliments détectés IgG positifs, changement donc alimentaire personnalisé et donc prévention de maladies inflammatoires chroniques. Donc, pour vraiment donc avoir une alimentation anti-inflammatoire, bien sûr, il faut choisir le bon aliment. Donc, déjà un aliment avec des propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez regarder, est-ce que j'ai des réactions immunitaires contre les aliments, oui ou non. Si j'en ai pas, voilà, donc l'aliment anti-inflammatoire est à consommer. Par contre, il faut éviter des aliments, donc même s'il n'y a pas de réaction immunitaire, si ce sont des aliments fortement transformés ou riches en sucre. Par contre, s'il y a une réaction alimentaire, donc ça veut dire que même avec ses composants anti-inflammatoires, c'est un aliment pro-inflammatoire parce que lui-même, il va créer de l'inflammation. Donc, la prévention et la médecine fonctionnelle, c'est un puzzle de différentes approches. Donc, à mon avis, il ne faut pas se focuser sur un aspect. Donc, par exemple, pas justement, est-ce qu'un aliment est riche en polyphénol, alors je le prends. Non, ce n'est pas assez. Il faut regarder le tout. Ou bien, est-ce que je prends tel ou tel oligo-aliment sans analyse préalable pour déterminer le taux? Je ne le ferai pas. Donc, ne se focussez pas sur un seul aspect, mais essayez donc de travailler sur plusieurs plans et de les intégrer. ImuPro, je mange ce qui me réussit, donc identifier et éviter les agresseurs, ce qui vous donnera donc une alimentation anti-inflammatoire personnalisée. Les aliments anti-inflammatoires sont surtout bons pour le microbiote, car là, ils augmentent donc la résilience. Et il ne faut pas non plus négliger donc la prédisposition génétique, parce que pas tous les conseils généralisés s'appliquent vraiment à moi-même. Donc, je mange ce qui me réussit, veut dire je fais une intégration je prends en compte les prédispositions génétiques, je prends en compte les réactions IgG et je combine avec les aliments anti-inflammatoires et donc j'essaye de choisir les aliments anti-inflammatoires donc qui n'ont pas de réaction IgG et dont mes prédispositions génétiques ne sont pas contre-indiquées. Et tout cela vous donne une alimentation saine personnalisée. Et là, pour finir, je voudrais quand même recommander donc le livre de Roger Mussy pour une lecture beaucoup plus approfondie. En fait, il décrit en détail tout ce que j'ai déjà dit aujourd'hui, mais avec de nombreux conseils et de nombreux exemples pratiques. Pour moi, c'est vraiment la Bible de l'alimentation équilibrée, personnalisée, immunocompatible. Donc, n'hésitez pas à commenter. Il est vraiment super intéressant. Et sur cela, je vous remercie pour votre attention.